Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de podcast de la filière ORCID, la filière santé des maladies rénales rares. Cette nouvelle série de podcasts est consacrée au protocole national de diagnostic et de soins, ou PNDS, sur le syndrome de Gitelman, une maladie rénale rare, souvent découverte de manière fortuite, mais qui touche le quotidien de nombreux patients et de leurs familles. Ce PNDS a été publié en 2022 sur le site de la HAS, la Haute Autorité de Santé, et a été coordonné par les docteurs Anne Blanchard et Rosa Vargas Poussou, sous l'égide de la filière ORCID. Dans ce premier épisode, nous allons découvrir ce qu'est cette maladie rare du rein et nous allons plonger dans le diagnostic du syndrome de Gitelman. Pour nous éclairer, j'ai le plaisir d'accueillir deux spécialistes qui ont participé à la rédaction de ce PNDS, le docteur Rosa Vargas Poussou, néphrologue pédiatre et généticienne à l'hôpital européen Georges Pompidou, ou HEGP, et le docteur Caroline Probertois, néphrologue adulte en physiologie et exploration fonctionnelle à l'HEGP. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer simplement, docteur Rosa Vargas Poussou, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le syndrome de Gitelman? Le syndrome de Gitelman est la tubulopathie héréditaire la plus fréquente. Sa prévalence estimée entre 1 sur 10 000 à 1 sur 40 000 et semble plus fréquente dans les pays asiatiques. Le syndrome de Gitelman résulte d'un défaut de réabsorption rénale des chlorures de sodium dans une partie du tubule rénal appelé tubule contourné distal, d'où le nom de tubulopathie. Et cette partie du tubule réabsorbe environ 5% du chlorure de sodium filtré par les glomérules. Au cours du syndrome de Gitelman, la perte du chlorure de sodium conduit à une hypovolémie chronique. Celle-ci entraîne une stimulation d'un système hormonal, le système rénine-angiotensin-aldostérone, qui va stimuler la réabsorption du sodium dans la partie la plus distale des tubules, les tubules collecteurs. Cette réabsorption s'accompagne d'une sécrétion de potassium et de protons à l'origine de l'hypokaliémie et d'une alcalose métabolique. Le syndrome de Gitelman associe également une hypomagnésémie et une hypocalciurie. En effet, les défauts de réabsorption des chlorures de sodium dans les tubes contournés distales s'accompagnent d'un défaut de réabsorption tubulaire de magnésium et donc d'une perte rénale de magnésium et d'une augmentation de la réabsorption de calcium par les tubules rénales. Le syndrome de Gitelman a une transmission autosomique récessive, ce qui veut dire qu'il faut avoir une anomalie génétique dans les deux copies du gène SLC12A3. Ces gènes codent pour les cotransporteurs luminal sodium-chlore, appelé NCC, qui permet le transport des ions sodium et chlore du liquide tubulaire vers la cellule du tube contourné distal. Ce cotransporteur est aussi la cible des diurétiques thiazidiques. Docteur Probertois, quels symptômes font évoquer le syndrome de Gitelman et quelles peuvent être les circonstances de découverte? Alors le syndrome de Gitelman est plus fréquemment détecté chez l'adolescent et l'adulte jeune, mais il peut aussi être diagnostiqué à tout âge et notamment dès l'enfance, voire dès la période néonatale. Chez l'adulte, la maladie est souvent révélée par une hypokaliémie qui est découverte fortuitement à l'occasion d'analyses biologiques qui peuvent être faites dans le cadre d'une autre pathologie intercurrente. Ou alors la découverte peut avoir lieu également fortuitement à l'occasion d'un bilan préopératoire ou lors d'une grossesse chez la femme. Et ce syndrome de Gitelman, il peut être diagnostiqué à l'occasion également d'un dépistage familial, bien sûr, à partir d'un cas index qui est déjà présent et connu dans la famille. Les symptômes du syndrome de Gitelman sont très variables d'un individu à un autre, même à l'intérieur d'une même famille, et chez des individus qui ont la même variation génétique. Un élément central de l'interrogatoire en faveur du diagnostic est l'avidité pour le sel, c'est-à-dire une consommation importante d'aliments très salés, qui est généralement marquée et précoce dès la petite enfance. Elle s'associe souvent aussi à une augmentation modérée de la soif, mais sans vraie polyurie, mais avec une nicturie, avec un, voire plusieurs levées nocturnes. Les patients peuvent présenter des signes en lien avec une déshydratation extracellulaire, c'est-à-dire par exemple une tachycardie et des palpitations. Et si la pression artérielle est généralement normale ou modérément abaissée, il a aussi été décrit une fréquence inattendue d'hypertension artérielle dans des séries de patients adultes atteints de syndrome de Gitelman.
C'est pourquoi une hypertension artérielle, bien qu'inhabituelle, ne doit pas faire exclure le diagnostic de syndrome de Gitelman. Les signes d'hypokaliémie et d'hypomagnésémie se manifestent par une symptomatologie sensitive et musculaire qui est souvent riche et peu spécifique, mais qui peut avoir un impact très négatif sur la qualité de vie. Les patients se plaignent d'une asthénie chronique, d'une fatigabilité musculaire, de crampes, de paresthésie, de signes digestifs comme des douleurs abdominales ou de la constipation. Certains patients ont une présentation plus sévère, avec des crises de tétanie, des syncopes, ou plus rarement une arythmie ventriculaire ou encore une rhabdomyolyse. Et chez l'adulte, la maladie peut également se révéler par des douleurs articulaires qui sont dues à des dépôts de calcium dans les articulations, secondaires à une chondrocalcinose. Existe-t-il, Dr Rosa Vargas-Poussou, des particularités de présentation chez l'enfant? Chez l'enfant, le diagnostic peut être posé avant l'âge de 6 ans, sur un retard de croissance staturo-pondérale, sur un syndrome polyuropolydipsique et parfois après la découverte d'une hypokaliémie sévère au cours d'une maladie intercourante. Dans cette dernière circonstance, la persistance d'une hypokaliémie sur un contrôle biologique à distance de la maladie intercourante permet de suspecter le diagnostic. À l'adolescence, surtout chez les garçons, le diagnostic est évoqué devant un retard de croissance associé avec un retard pubertaire. Ces retards de croissance alertent les cliniciens et déclenchent un bilan biologique et une consultation avec généralement un pédiatre endocrinologue. C'est donc souvent avec retard que les patients est référé à un néphrologue pédiatre. La lecture attentive du ionogramme sanguin doit permettre de limiter l'errance diagnostique des patients pédiatriques. Docteur Probertois, comment peut-on confirmer le diagnostic du syndrome de Gitelman? Alors la première étape est la recherche d'anomalies biologiques s'intégrant dans le cadre du syndrome de Gitelman. Ces signes biologiques sont communs aux adultes et aux enfants. Pour cela, on va réaliser des analyses sanguines et urinaires, et les analyses urinaires peuvent être faites soit à partir d'un recueil urinaire des 24 heures, soit d'un échantillon urinaire. Et dans les deux cas, ces analyses urinaires sont à faire le même jour que l'analyse de sang. La réalisation de ces analyses va permettre de confirmer l'hypokaliémie et d'établir son origine rénale. Donc la kaliémie va être inférieure à 3,5 mmol par litre, mais plus souvent inférieure à 3 mmol par litre, avec une kaliurèse inadaptée. Vous pourrez retrouver tous les seuils utilisés pour l'interprétation du ionogramme urinaire dans le PNDS, en format écrit et disponible sur Internet. Les analyses vont aussi permettre de mettre en évidence l'hypovolémie et la perte rénale de sodium en mesurant la rénine et l'aldostérone et la natriurèse. En raison de la déshydratation extracellulaire, la rénine plasmatique est augmentée. L'aldostéronémie, quant à elle, peut être aussi augmentée, mais elle peut être normale quand la kaliémie est très basse, compte tenu de l'effet freinateur de l'hypokaliémie sur la sécrétion d'aldostérone. Dans les urines, la natriurèse est conservée, et ce qui permet d'affirmer le caractère rénal de l'hypovolémie. Et pour éliminer des diagnostics différentiels, il est aussi nécessaire de montrer que la chlorurie est conservée. Parmi les autres signes biologiques, on va aussi avoir une bicarbonatémie qui est souvent élevée, ce qui est en faveur d'une alcalose métabolique. Ces patients ont souvent une hypomagnésémie avec une fuite rénale de magnésium, c'est-à-dire une magnésurie inadaptée, mais l'hypomagnésémie peut être absente, en particulier chez l'enfant jeune. Et donc pour différencier le syndrome de Gitelman du syndrome de Bartter, qui est une autre tubulopathie qui touche un autre segment tubulaire qu'on appelle la branche large ascendante de Lenz de Henle, on regarde la calciurie. La calciurie est basse dans le syndrome de Gitelman, alors qu'elle est élevée dans le syndrome de Bartter. Merci beaucoup, docteur Vargas-Poussou et Probertois, pour ces explications passionnantes et claires. Dans notre prochain épisode, nous parlerons du diagnostic différentiel, des examens nécessaires et du rôle du conseil génétique familial. Je vous rappelle que le PNDS sur le syndrome de Gitelman est disponible sur le site de la HAS et sur le site de la filière ORCID. Prenez soin de vous et à très bientôt sur notre chaîne de podcast.